Le 8 octobre 2025, à 14h30 précise, sous les dorures solennelles de l'Élysée, Emmanuel Macron apposait calmement sa signature sur un document aux allures banales. Ce qu'il croyait être un acte stratégique allait en réalité marquer le début de la fin. En nommant Sébastien Lecornu Premier ministre pour la seconde fois, il déclenchait, sans le deviner, un effondrement silencieux mais irréversible de sa propre autorité. Face à lui, Lecornu, tout juste quadragénaire, campait droit comme un roc, mains croisées dans le dos, le regard figé dans un calme glacial. 18 mois auparavant, il avait été contraint de quitter Matignon dans le vacarme d'un scandale retentissant, révélant au grand jour les dessous nauséabonds du pouvoir présidentiel. Et pourtant, voilà qu'il reprenait place au sommet, mais cette fois, le costume n'était plus le même, ni l'homme à l'intérieur. Forgé dans la tourmente, poli par la trahison, il revenait transformé, plus dur, plus lucide, et surtout, entièrement affranchi de la moindre once de fidélité envers celui qui croyait encore pouvoir le contrôler. Ce jour-là, 8 octobre 2025, à l'heure exacte où les pendules de l'Élysée résonnaient dans le silence feutré du salon d'apparat, Emmanuel Macron signait ce qu'il pensait être une manœuvre habile. Un simple décret. Un geste présidentiel parmi tant d'autres. Et pourtant, ce parafo stylo Mont-Blanc venait sceller un pacte involontaire avec son propre crépuscule politique. En rappelant Sébastien Lecornu à Matignon, il croyait reprendre la main. Il venait, sans le soupçonner, de la perdre pour de bon. Face à lui, Lecornu, 40 ans tout juste, semblait taillé dans le marbre. Posture rigide, bras sagement repliés derrière le dos, visage figé dans une sérénité presque inquiétante. Il y a 1 an et demi à peine, il quittait ces lieux dans le tumulte d'un scandale qui avait mis à nu les entrailles corrompues de la présidence. Aujourd'hui, il réintégrait les lieux non pas en survivant politique, mais en conquérant, métamorphosé. Brisé puis reconstruit, humilié puis affûté. Ce n'était plus un fidèle lieutenant, c'était un stratège libre de toute dette morale. Et dans son regard froid, il n'y avait plus une once de loyauté, seulement une redoutable maîtrise. Ce qu'Emmanuel Macron ignorait totalement, c'est que les 18 mois de silence médiatique de Lecornu n'avaient rien d'un exil passif. Dans l'ombre, tel un horloger démoniaque, il avait disséqué, pièce par pièce, l'architecture du pouvoir macronien, noté la moindre fissure, cartographié les failles cachées, y tissé, fil après fil, une toile d'alliance invisible dans les coulisses du pouvoir. Journaliste influent, financier sans scrupules, stratège politique déçu. Tout était prêt. Il ne manquait qu'une chose, le feu vert de son ennemi. Et ce feu vert, ironie du sort, Macron lui-même venait de l'allumer avec une naïveté confondante. Lecornu n'eut qu'à s'en saisir. D'un ton posé, presque bienveillant, il lança en direction de la porte. « Monsieur le Président, pour que je puisse composer mon équipe efficacement, j'aurai besoin d'une liberté totale, absolue. » Macron, soulagé comme un homme qui croit avoir évité le naufrage, acquiesça sans réfléchir. « Évidemment. Vous avez carte blanche, je vous fais entièrement confiance. » Un micro-sourire traversa le visage de Lecornu, court, glacé, imperceptible. « Parfait, pensa-t-il. Une confiance totale? Excellent. J'ai hâte de voir jusqu'où elle tiendra. » À l'Élysée, derrière les lourdes tentures et sous les plafonds dorés, les murmures s'intensifiaient. Une tension sourde courait dans les couloirs comme un courant d'air glacé. Lecornu, de retour. L'annonce avait fendu le silence comme un éclair. Les conseillers, en pleine ébullition, n'osaient dire tout haut ce que tous pensaient tout bas. Que Macron venait de miser gros. Très gros. Et il en était pleinement conscient. Mais à ce stade, la marge de manœuvre du président tenait à un fil. Le pays était en feu. Grèves interminables, paralysie gouvernementale, colère sociale à son comble. Il lui fallait un homme capable d'imposer le calme. Et ce seul homme, c'était Lecornu. Plus tôt dans la journée, dans ce même bureau saturé d'histoire, Alexis Kohler s'était avancé, visiblement préoccupé. « Monsieur le Président, êtes-vous vraiment sûr de vouloir rouvrir cette porte-là? Après tout ce qui s'est passé, après ce qu'il a révélé,
Macron, l'air sûr de lui comme un joueur persuadé de tenir la bonne carte, avait balayé les doutes d'un revers de main. Justement, Alexis, il en sait trop, bien trop. Il ne pourra jamais me planter une deuxième fois. Ce serait un suicide. Nous sommes liés, lui et moi, par une forme d'équilibre, disons, explosif. Une trahison mutuelle et tout explose. Collard n'ajouta rien, mais au fond de lui, une alarme silencieuse hurlait. Il connaissait le Cornu depuis 15 ans, et il savait une chose avec certitude. Cet homme ne pardonne jamais une humiliation, encore moins quand elle a été publique et sanglante. Le soir même, à peine nommé, Sébastien Lecornu franchissait en silence le seuil de Matignon. Il retrouvait son ancien fief, rue de Varennes, avec la solennité d'un roi rentrant d'exil. Tout autour de lui semblait figé dans le temps. Les fauteuils en pire, les tableaux austères, les boiseries impeccablement cirées, le même jardin à la française, calme comme une peinture. Le décor n'avait pas bougé d'1 millimètre. Mais lui, oui, en profondeur, en densité, en dangerosité. Sans perdre une seconde, il fit rappeler Pierre Dubois, son ancien bras droit, exilé lui aussi après le scandale qui avait fait trembler la République 2 ans plus tôt. Évincé brutalement, relégué dans l'ombre, Dubois n'avait rien oublié. Et surtout, il avait tout gardé. « Pierre, » dit Lecornu en le fixant avec gravité, « dites-moi que vous avez toujours ce que je vous avais demandé de ne jamais perdre. » Dubois hocha la tête, un sourire discret au coin des lèvres, comme celui d'un vieux soldat à qui l'on redonne enfin une mission. « Chaque dossier est intact, monsieur le Premier ministre. Tout est classé, conservé, sécurisé. Les documents compromettants, les enregistrements confidentiels, les preuves que personne ne devait voir. » Lecornu esquissa un sourire froid. « Excellent. Cette fois, pas d'éclat, pas de scandale. On ne va pas faire tomber Macron. On va le tenir. »« Le tenir, monsieur? La première fois, j'ai réagi avec les tripes. C'était brutal, stupide. Cette fois-ci, ce sera méthodique, stratégique et définitif. Il ne tombera pas. Il servira. » Le plan de Lecornu? Un chef-d'œuvre de manipulation froide, limpide dans sa mécanique, implacable dans son exécution. Pas question cette fois de faire éclater un scandale ou de jeter Macron en pâture aux foules. Non. Cette fois, il comptait le garder en vitrine, bien vivant politiquement, mais vidé de toute autorité réelle. Un président en apparence, un pantin en coulisses. Et derrière le rideau, celui qui tirait les ficelles, c'était lui, Lecornu, confortablement installé à Matignon. Dès l'aube du lendemain, à 8 heures tapantes, il attaqua la formation de son gouvernement avec la précision d'un chirurgien. Et contrairement aux usages, il ne jugea bon de consulter personne, pas même Macron. Chaque nomination sortait directement de sa tête. Aucun compromis, aucune coordination. Vers midi, Alexis Colleur, un brin nerveux, osa l'interpeller. « Monsieur le Premier ministre, le président souhaiterait s'entretenir avec vous au sujet des ministres, avant publication. » Lecornu ne leva même pas les yeux. « Transmettez-lui que ma liste est définitive, non négociable. Et s'il tient vraiment à exprimer ses remarques, qu'il les formule par écrit, de façon argumentée. » Un silence glacial s'abattit sur l'Élysée. Jamais dans l'histoire récente, un premier ministre fraîchement nommé n'avait ainsi écrasé l'autorité du chef de l'État avec une telle audace. L'après-midi même, Macron le convoqua, visiblement secoué. « Sébastien, il faut qu'on parle. Ce que vous faites va à l'encontre de tous nos principes institutionnels. On ne forme pas un gouvernement en solitaire. » Assis avec un calme glaçant dans un fauteuil Louis XV, Lecornu croisa lentement les jambes, planta son regard dans celui du président et lança. « Vous m'avez donné carte blanche, hier, sans condition. Il n'est plus question de revenir en arrière. Soit vous assumez votre parole, soit vous la trahissez. Mais si vous me retirez votre confiance, je pars. Et je raconte tout, publiquement, dans les moindres détails. » La menace n'était ni voilée, ni symbolique. C'était une bombe posée sur le bureau. Macron blêmit, et pour la première fois depuis longtemps, il eut peur. « Que
Que sous-entendez-vous exactement? La voix de Macron s'était brisée, à peine audible. Lecornu ne laissa aucun espace au doute. « Allons, monsieur le président, ne jouons pas aux innocents. Vous ne m'avez pas ramené pour mes talents en gestion ou mon sens du compromis. Vous l'avez fait parce que vous pensez, à tort, que je suis désormais inoffensif, que je suis piégé par ce que je sais de vous. Mais c'est là que votre stratégie s'effondre. Ce n'est pas mon ignorance qui m'empêche de vous trahir. C'est justement ce que je sais qui me donne le pouvoir absolu de le faire. Quand je veux. Comme je veux. » Un silence glacial s'installa, si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Seul le tic-tac méthodique de l'horloge sur la cheminée osait encore rompre le vide. Et dans ce silence figé, Macron comprit, violemment. Il venait de commettre la faute politique la plus grotesque de toute sa carrière. Il n'avait pas nommé un sauveur. Il avait couronné son propre fossoyeur et lui avait offert tous les outils nécessaires pour précipiter sa chute. « Alors, que cherchez-vous vraiment ?» finit-il par murmurer, blême, tremblant. Lecornu ne cligna même pas des yeux. « C'est limpide. Je veux gouverner, pas jouer à la figuration. Gouverner pour de vrai. Vous resterez le visage souriant de la République. Vous irez couper des rubans, prononcer des discours, recevoir des ambassadeurs. Mais les décisions sérieuses, celles qui façonnent le pays, ce sera moi, uniquement moi. Ce que vous me proposez, c'est un coup d'État sans tank. Ce que je vous propose, c'est un partage de rôle parfaitement républicain. Vous gardez les titres, les caméras, la gloire officielle. Moi, je m'occupe de la réalité. Vous, la façade, moi, le moteur. Rien de plus logique. » Macron était pris dans un piège parfait. Une seule échappatoire. Refuser. Mais s'il disait non, Lecornu sortirait les preuves, révélerait tout, et le scandale ferait exploser ce qu'il restait de sa légitimité. Dire oui, en revanche, c'était abdiquer sans bruit, devenir un président potiche. La démocratie aurait toujours son costume, mais plus personne à l'intérieur. « Et si je refuse votre offre ?» demanda Macron d'une voix éteinte. Lecornu ne répondit pas tout de suite. Il sortit lentement de sa poche un smartphone à sécurité renforcée, déverrouilla l'écran, navigua quelques secondes, puis tendit calmement l'appareil au président. « Ceci est l'enregistrement intégral de votre appel privé avec Xi Jinping le 15 septembre dernier. Oui, celui où vous lui partagez gentiment les positions françaises pour les prochaines négociations internationales. » Pause. Un regard appuyé. « Vous préférez que je le publie ce soir aux heures de grande écoute? » Macron s'effondra dans son fauteuil comme un château de cartes, le visage vidé de toute couleur. Ce devait être une ligne ultra sécurisée. Elle l'était. Mais vous oubliez que 18 mois d'exclusion politique m'ont laissé amplement le temps de bâtir des ponts là où vous pensiez les avoir brûlés. Aujourd'hui, j'ai des oreilles partout. À la DGSE, à Bercy, dans les rédactions, même dans vos dîners privés. Vous m'avez cru hors jeu. Vous m'avez formé. Et vous m'avez sous-estimé. Que cherchez-vous à obtenir exactement? C'est simple. Vous allez signer aujourd'hui même un décret ultra confidentiel me conférant le contrôle quasi total de la politique intérieure et économique du pays. Vous gardez les affaires étrangères et la défense, officiellement. Mais pour toute décision majeure, vous m'en parlerez d'abord. Toujours. Et si je refuse catégoriquement? Lecornu inclina légèrement la tête sans hausser le ton. Alors, dès demain matin, les Français apprendront dans la presse que leur chef d'État vend des secrets stratégiques à des puissances étrangères. Et croyez-moi, cette fois, ce ne sera pas une polémique passagère. Ce sera une mise en examen pour trahison, avec procès public et cellule à perpétuité en prime. Il n'y avait plus aucune issue, aucun appel, aucun délai. Macron, blême, capitula. Ce soir-là, à l'abri des regards, il signa de sa propre main le document qui, sans l'admettre, remettait les clés de la République à Lecornu. Désormais, le vrai président ne résidait plus à l'Élysée. Mais ce fameux décret n'était en réalité qu'un simple lever de rideau. Le véritable spectacle
ne faisait que commencer. Dès qu'il eut verrouillé les rênes du pouvoir entre ses doigts glacés, Lecornu enclencha, sans la moindre hésitation, le processus méthodique de remodelage complet de l'appareil d'État. Il allait réécrire la France, pièce par pièce, selon sa propre partition. Première frappe, chirurgicale. Tous les proches conseillers de Macron furent écartés sans sommation, évaporés du paysage élyséen en un claquement de doigts. En lieu et place, Lecornu plaça ses fidèles, triés sur le volet comme des agents dormants sortis de l'ombre. L'Élysée, jadis cœur palpitant du pouvoir, n'était plus qu'un théâtre figé, décor somptueux pour un président décoratif. Deuxième mouvement, centralisation totale. Chaque décision stratégique, chaque arbitrage, chaque orientation passait désormais par un seul homme, Lecornu. Les ministres, ils n'avaient plus qu'un seul patron. Le président, relégué au rang de spectateur. Et enfin, le coup de grâce silencieux, la surveillance. Un filet numérique invisible fut déployé autour de Macron. Conversations, rencontres, gestes, regards, tout était scruté, archivé, décortiqué par un réseau d'agents loyaux à Lecornu. Le président de la République vivait désormais dans une cage dorée, équipée de micros. Alors, des nouvelles de notre président préféré ce matin? La question glissa doucement dans la salle, posée par Lecornu avec la nonchalance feutrée d'un chef déjà rassasié de pouvoir. Comme chaque jour, la réunion matinale à Matignon battait son plein. Pierre Dubois, fidèle parmi les fidèles, répondit en haussant à peine les sourcils, un léger sourire complice au coin des lèvres. Il commence à s'adapter, peu à peu. Il accepte son nouveau rôle, ou plutôt son absence de rôle. Et pendant que ces échanges discrets s'enchaînaient dans les salons fermés du pouvoir réel, la France, elle, observait un phénomène étrange à l'écran. Un glissement discret mais frappant. Emmanuel Macron s'étiolait jour après jour. Son visage se faisait rare. Ses prises de parole se vidaient de substance. Il était là sans y être, présent sans impact. Une ombre. À l'inverse, Lecornu, lui, prenait toute la place. Les décisions cruciales, les réformes sensibles, les annonces publiques, tout venait désormais de Matignon. Les journalistes, mal à l'aise, parlaient d'une cohabitation inhabituelle. Une formule pudique pour ne pas dire l'essentiel. La République fonctionnait à l'envers. Le premier ministre régnait et le président disparaissait. Lecornu ne s'était pas contenté de prendre les commandes du pays. Il avait redessiné toute la carte. Une France nouvelle, façonnée à l'image de ses ambitions les plus radicales. Réforme fiscale sans précédent, purge administrative à grande échelle, alliance diplomatique inattendue. Tout y passait. En l'espace de quelques mois, il imposa plus de changements profonds que Macron n'avait réussi à en voter en 5 longues années de mandat. Et le plus piquant dans tout ça, le peuple adorait. Les sondages grippaient pour Lecornu comme une fusée. Semaine après semaine, il écrasait tous les classements de popularité. Pendant ce temps-là, Macron, lui, s'enfonçait dans les abysses de l'oubli politique. Un effondrement sans bruit, mais sans fin. Lors d'un point presse, un journaliste osa la question qui brûlait toutes les lèvres. « Monsieur le Premier ministre, beaucoup pensent que c'est vous qui dirigez réellement le pays, bien plus que le président. » Une réaction? Lecornu répondit avec la douceur d'un serpent. « Je gouverne en parfaite harmonie avec le président de la République. Notre binôme est exemplaire, équilibré, soudé. » Mais à Paris, personne n'était dupe. Tout le monde savait que Macron n'était plus qu'un décor vivant, un costume vide posé derrière un pupitre. 6 mois après son grand retour, Lecornu avait accompli l'impossible. Il dirigeait la France sans jamais avoir été élu chef d'État. Il avait subtilement inversé les rôles, transformant la présidence en fonction d'apparat et lui-même en monarque républicain officieux. Quant à Macron, prisonnier de ses fautes, encerclé par les espions de son propre premier ministre, privé de toute influence, il n'était plus qu'un hologramme républicain. Le visage d'un pouvoir qui n'était plus le sien. Chaque matin, les yeux perdus dans la brume tranquille des jardins de l'Élysée, Emmanuel Macron ressassait la même pensée amère. Comment ai-je pu être aussi aveugle, aussi crédule?
Son bureau, autrefois vibrant de conseillers, de plans, de décisions, sonnait désormais creux. Le vide autour de lui était à l'image de sa fonction, spectaculaire mais vide de pouvoir. Il avait voulu se servir de Lecornu comme d'un pion sur l'échiquier politique. Mais c'était lui, le pion. Lecornu avait renversé l'échiquier. 1 an jour pour jour après avoir signé ce décret funeste, le basculement était total. La République française n'était plus dirigée depuis l'Élysée, mais depuis Matignon, où trônait un Premier ministre devenu tout-puissant, tout-présent. Le président, réduit à l'état d'ornement institutionnel, et ce, dans le plus grand respect de la légalité. Car oui, tout était légal. Tout. Pas un coup de force, pas une émeute, pas un bruit. Lecornu n'avait eu besoin que de son intelligence, de sa maîtrise du timing et de l'arrogance psychologique de son adversaire pour s'emparer du pouvoir en douceur. Macron était toujours président sur le papier, mais dans la réalité du pouvoir, il n'était plus qu'un hologramme républicain. Celui qui avait voulu garder Lecornu sous contrôle avait été entièrement absorbé, digéré et dominé par lui. La revanche de Sébastien Lecornu n'était pas seulement spectaculaire, elle était chirurgicale. Silencieuse, imparable, et surtout légitimée par la main même qui l'avait nommé. Oui, c'est Macron lui-même qui avait signé son propre arrêt de mort politique. Pensant neutraliser un ennemi, il lui avait remis les clés du royaume. Et à la fin, le manipulateur manipulé, le stratège piégé par son propre plan. Désormais, Lecornu ne gouvernait plus la France. Il la régnait, officiellement, légalement, et sans la moindre contestation. Mais l'ascension fulgurante de Lecornu ne s'arrêtait pas à la soumission de Macron. 3 mois après avoir neutralisé le président, il enclencha la phase 2 de son plan, encore plus audacieux, encore plus dérangeant. Consolider son règne en décapitant toute concurrence. Son objectif ? Ne plus seulement tenir la présidence par les ficelles, mais s'assurer une mainmise durable sur l'ensemble de l'échiquier politique. Plus de surprises, plus de menaces, juste un contrôle absolu. Le 15 janvier 2026, dans le secret feutré de son bureau à Matignon, Lecornu convoqua les 3 chefs des partis majeurs de l'opposition. Marine Le Pen pour le Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise et Laurent Wauquiez pour les Républicains. Chacun d'eux avait reçu une lettre énigmatique, sans signature, contenant une simple phrase. « Il est temps de parler d'intérêts communs ». Quand tous furent installés dans le fameux salon bleu, Lecornu ouvrit le bal avec un calme glacial. « Je vous ai réunis pour une raison simple. Vous avez tous, à un moment de vos carrières, été trahis par Emmanuel Macron. Et moi aussi. » Marine Le Pen, méfiante, plissa les yeux. « Où voulez-vous en venir, monsieur le Premier ministre ?» Le regard de Lecornu s'éclaira d'un sourire à mi-chemin entre la stratégie et la provocation. « Je vous propose un pacte, un accord entre nous, pour gouverner ensemble selon nos lignes respectives sans avoir à subir les caprices d'un président déconnecté de la réalité. » Mélenchon haussa un sourcil. « Et vous comptez faire ça comment ? Macron est toujours à l'Élysée, sauf erreur. » Lecornu se pencha légèrement en avant, le ton bas, le regard acéré. « Officiellement, oui, mais dans les faits, le vrai pouvoir a déjà changé de camp. » Lecornu ouvrit doucement un tiroir latéral de son bureau, en sortit plusieurs chemises épaisses qu'il posa l'une après l'autre sur la table, comme un joueur abattant ses cartes maîtresses. « Voici les preuves de la corruption présidentielle. » Il enchaîna imperturbable. Là, les enregistrements de ses échanges confidentiels avec des chefs d'État étrangers. Et enfin, avec un calme glacial, et ici, le résumé exhaustif de toutes ces trahisons. Face à lui, les 3 leaders de l'opposition restèrent figés, les yeux rivés sur les documents. Ils comprenaient brutalement l'étendue du levier de pouvoir que Lecornu avait en main. Ce n'était plus un homme politique, c'était le maître du jeu. « Qu'attendez-vous de nous ?» finit par demander Wauquiez, impressionné malgré lui. Lecornu ne fit pas durer le suspense. « Votre silence et votre loyauté. En retour,
Je vous offre chacun votre part du gâteau. Marine, tu prendras l'immigration et la sécurité. Jean-Luc, les affaires sociales et l'économie. Laurent, l'Europe et la diplomatie. Et vous, que gardez-vous? Lança sèchement Le Pen. Un sourire à peine esquissé. Moi, je tire les rênes et je garde Macron bien en laisse. Cette réunion scella un pacte inédit sous la Ve République. La fusion entre pouvoir et opposition, non pas par conviction, mais par pur calcul. Unis non par idéologie, mais par un ennemi commun. Dans les semaines qui suivirent, les Français assistèrent à un changement politique sans précédent. Comme si le pays était entré dans une étrange parenthèse de calme. Les critiques virulentes de l'opposition fondaient comme neige au soleil. Les débats devenaient lisses, presque ennuyeux. Une paix politique s'installait, fausse certes, mais redoutablement efficace. Les médias saluaient cette maturité retrouvée. Mais derrière la façade, c'était un autre monde. Un système entièrement refondu où tous les partis travaillaient main dans la main, sous le contrôle absolu de Lecornu. Et le plus fou, ça fonctionnait à merveille. Les lois passaient à toute vitesse. L'administration se modernisait. Et l'opinion publique, globalement conquise par ce retour à l'efficacité. « Comment fait-il ça ?» murmurait un journaliste du Figaro, incrédule. « Comment a-t-il réussi à faire coopérer Le Pen et Mélenchon sans que ça explose ?» La réponse était simple. Lecornu aurait passé des mois à fouiller, creuser, documenter. Il connaissait chaque faiblesse, chaque dossier, chaque cadavre dans chaque placard. Il savait tout. Les comptes offshores de Le Pen, les revenus dissimulés de Mélenchon, les contrats truqués de Vauquier. Chaque pion tenait en place, car chacun avait sa laisse. Printemps 2026. 6 mois se sont écoulés depuis que le pacte secret a été scellé. Et la France? Elle n'a plus rien de celle que l'on connaissait. Sur le papier, la République semblait inchangée. Une démocratie présidentielle avec ses institutions, ses cérémonies, ses apparences. Mais dans les coulisses, le décor s'était inversé. Le pays était désormais gouverné par un seul homme, Lecornu, entouré de partis politiques tenus en laisse, contraints de jouer leur rôle dans un théâtre dont ils n'écrivaient plus les répliques. Et Macron? Lentement, il glissait dans un gouffre sans fond. Dépossédé de toute autorité, humilié au quotidien, espionné jusque dans ses silences, il n'était plus qu'un fantôme assis sur un trône vide. Son entourage s'inquiétait. L'Élysée n'était plus qu'un mausolée, et le président, une silhouette sans éclat. Parfois, Brigitte Macron tentait une ultime supplication. « Emmanuel, peut-être qu'il est temps de partir. Cette situation te détruit. » Mais la réponse était toujours la même. Faible, cassé. Je ne peux pas. Si je pars, il vide le coffre. Il lâche tout. Et ce sera ma fin, pour toujours. Et ta santé mentale? C'est le prix. Le prix pour mes fautes. Ce dialogue, comme tous les autres, était enregistré. Froidement, systématiquement, par les hommes de Lecornu. Le Premier ministre savait tout, entendait tout, voyait tout. Et chaque jour, il savourait la lente agonie d'un président qu'il avait réduit au silence, sans tirer un seul coup de feu. Mais Lecornu n'avait pas encore abattu sa dernière carte. En juin 2026, il passa à la phase finale. Faire disparaître Macron du paysage politique. Non pas en l'abattant publiquement, mais en le poussant à partir de lui-même. Tout fut orchestré avec une précision chirurgicale. D'abord, quelques indiscrétions savamment distillées dans la presse sur la santé fragile du président. Puis des confidences anonymes laissant entendre qu'il envisageait de se retirer pour raisons personnelles. L'opinion fut préparée comme on prépare un public avant le lever de rideau. Puis vint la scène finale. Dans le bureau présidentiel, Lecornu prit place avec une aisance presque insolente. « Monsieur le Président, il est temps de faire preuve de courage. » Macron, la voix éteinte, répondit. « Quel genre de courage? »« Celui de partir, pour le pays et pour vous-même. » Un silence, puis « Et si je refuse? » Lecornu ne haussa pas le ton. « Alors je libère tout. Pas d'un coup, goutte après goutte, chaque jour un nouveau secret, une lente descente aux enfers.
Macron tourna les yeux vers les jardins de l'Élysée, qu'il savait déjà perdus. « Vous avez gagné. Totalement. »« Je le sais, » répondit le cornu calmement. « Reste à savoir, préférez-vous sortir par la grande porte ou être traîné dehors? Si je pars, votre image officielle restera intacte. Aucun scandale. Vous pourrez écrire vos mémoires, raconter votre version. L'histoire sera clémente. Et vous? » Un léger sourire. « Je deviendrai enfin ce que je devais être, celui qui dirige vraiment ce pays. » Le 30 juin 2026, Emmanuel Macron annonça son départ pour raison de santé et afin de permettre un nouveau souffle démocratique. Dans son allocution, il remercia chaleureusement son premier ministre, Sébastien Lecornu, et invita les Français à lui faire confiance. Conformément aux règles institutionnelles, Lecornu assura l'intérim. Mais au lieu de convoquer rapidement une élection présidentielle, il lança un vaste projet de réforme constitutionnelle censé moderniser la République pour le 21e siècle. La transition avait l'air légale. Elle était surtout définitive. La réforme institutionnelle fut validée par référendum, portée discrètement par l'appui de toutes les formations politiques déjà rangées sous l'aile de Lecornu. Officiellement, il s'agissait d'une modernisation. En réalité, c'était un basculement complet. La France glissait vers un système parlementaire. Le chef du gouvernement devenait le centre réel du pouvoir exécutif, tandis que la fonction présidentielle se réduisait à un rôle honorifique désigné par les députés. Septembre 2026. Le décor était prêt. Sébastien Lecornu fut élu premier ministre de la Nouvelle République par une majorité écrasante à l'Assemblée. Pour la première fois, le pouvoir qu'il exerçait déjà dans l'ombre obtenait une légitimité pleine et entière. Lors de son investiture, il déclara avec gravité « La France ouvre un chapitre inédit, celui de la stabilité retrouvée, de l'efficacité assumée et du rassemblement national. » Les mots étaient solennels. L'ironie, elle, était historique. Dans la salle, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez applaudirent sans retenue. Tous s'occupaient désormais des portefeuilles majeurs dans le gouvernement Lecornu. Leurs querelles idéologiques d'hier semblaient s'être dissoutes face à la mécanique bien huilée du nouveau régime. À des centaines de kilomètres de là, en Normandie, Emmanuel Macron suivait la cérémonie sur un écran de télévision. Sa nouvelle vie se limitait désormais à des conférences à l'étranger, suffisamment lucratives pour financer sa résidence, mais bien loin du tumulte du pouvoir. Brigitte brisa le silence. « Tu penses qu'il va y arriver ?» Macron esquissa un sourire amer. Il y est déjà. Il a accompli ce que personne n'avait réussi. Faire marcher toute la classe politique au même pas, derrière lui. Il marqua une pause, le regard perdu. C'est un génie. Un génie sombre, peut-être, mais un génie quand même. Et pour la première fois, l'ancien président parlait sans colère, seulement avec la lucidité tardive de celui qui comprend trop bien qu'il a lui-même écrit le scénario de sa chute. 2 années à peine s'étaient écoulées depuis ce fameux décret signé d'une main trop sûre par Emmanuel Macron, et déjà l'histoire avait basculé. Sébastien Lecornu, ou plutôt le nu, comme on l'appelait désormais dans les couloirs du pouvoir, avait accompli ce qu'aucun stratège politique n'aurait osé imaginer. Il gouvernait la France sans opposition, avec la bénédiction des sondages, l'aval des institutions remodelées à son image et l'adhésion muette d'une classe politique entièrement soumise. Sa vengeance personnelle, jadis nourrie par l'humiliation publique de 2024, s'était métamorphosée en un basculement total de régime. Il avait non seulement fait taire ses ennemis, mais les avait convertis en partenaires. Il n'avait pas pris le pouvoir, il l'avait redéfini, codifié, sanctuarisé. Et le plus ironique dans ce chef-d'œuvre de manipulation politique, tout était né d'une signature, celle d'un président qui croyait encore avoir le contrôle. Les manuels d'histoire auront beau multiplier les analyses, une vérité s'imposera toujours. C'est en croyant sécuriser sa présidence qu'Emmanuel Macron a signé son arrêt de mort politique. Et c'est en partant de cette erreur fatale que Luc Nu a bâti son chef-d'œuvre. Sa vengeance ne s'était pas contentée de réussir.
Elle avait traversé le temps, c'était gravé dans la pierre. Un an plus tard, en octobre 2027, c'est dans le faste doré du château de Versailles qu'il célébrait la première bougie de la Nouvelle République. Devant une foule de représentants venus du monde entier, Sébastien Lenu prit la parole avec l'assurance de ceux qui ont retourné le destin à main nue. 3 années plus tôt, j'étais l'homme tombé, rejeté, effacé du jeu. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une nation réconciliée, rénovée et écoutée sur la scène internationale. Ce bouleversement, ce n'est ni un accident, ni une faveur du sort. C'est l'œuvre d'une volonté tenace, d'une vision longuement mûrie et d'une patience à toute épreuve. Dans la salle, les diplomates griffonnaient frénétiquement dans leurs carnets. Le modèle Lecnu éveillait la curiosité des capitales européennes. Par quel sort un seul homme avait-il su fédérer tout un échiquier politique tout en pilotant des réformes à un rythme militaire? Mais le moment le plus saisissant se jouait ailleurs. Assis au premier rang, Emmanuel Macron, silhouette discrète mais bien présente, applaudissait sagement. L'ancien président, réduit au rôle de spectateur honorifique dans le théâtre de sa propre chute. L'humiliation était absolue, mais soigneusement empaquetée dans un protocole irréprochable. Alors qu'il quittait discrètement les jardins de Versailles, Macron tomba nez à nez avec Lenu, marchant d'un pas triomphal entre les haies royales. « Toutes mes félicitations, Sébastien !» lança-t-il, un rictus figé au coin des lèvres. « Vous avez donc accompli ce que je n'ai jamais su faire ?» « Merci infiniment, monsieur le président honoraire, » répondit Lenu d'un ton doux et parfaitement calibré. « Mais souvenez-vous, sans vos maladresses passées, je n'aurais jamais compris comment diriger ce pays correctement. » Ce compliment, en apparence élégant, résonnait comme un dernier coup de dague planté avec grâce. C'était le point final d'une saga où la trahison était devenue tremplin et l'humiliation, moteur de conquête. Lecnu, avec un raffinement cruel, remerciait l'homme qui avait voulu l'abattre, car cette chute-là l'avait forgé, renforcé, élevé au sommet du pouvoir. Les disciples avaient non seulement surpassé son mentor, mais l'avaient transformé en spectateur obligé de sa propre chute. Et désormais, il ne restait plus au maître déchu qu'à applaudir, en silence.